Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée politique de Hannah Arendt, philosophe et figure intellectuelle importante du XXe siècle. C'est l'un de ses tout premiers grands ouvrages qui va nous intéresser ici et qui se nomme Les origines du totalitarisme. Revenir à la pensée d'Hannah Arendt est tôt ou tard nécessaire car celle-ci nous donne des clés pour comprendre ce qui fait l'essence spécifique du totalitarisme comme régime politique autoritaire à part entière, et que l'on confond parfois un peu bêtement avec une simple dictature ou avec la tyrannie au sens large. Hannah Arendt étant une femme du XXe siècle, on peut être bien sûr qu'en termes de totalitarisme, elle a eu de véritables exemples sous les yeux à analyser, et c'est la précision de ces analyses qui va nous intéresser, notamment afin de mieux cerner par avance le genre d'idéologie qui se situe à la racine de tout totalitarisme. C'est donc sur un extrait du troisième tome de cet ouvrage que je vais m'appuyer et qui se nomme Le système totalitaire et où il est question de décrire la nature du totalitarisme, en déterminant son origine idéologique, une idéologie étant un ensemble d'idées fonctionnant en circuit fermé, et rejetant par définition tout ce qui n'est pas elle, en tout cas en un sens généralement péjoratif. La façon dont Hannah Arendt choisit d'aborder la nature du totalitarisme est basée sur deux aspects. D'une part, les exemples historiques que Hannah Arendt analyse, en essayant de voir si tous les aspects singuliers que peuvent présenter tel ou tel type de régime totalitaire font qu'il ne subsiste pas un ensemble de points communs, et d'autre part, dans la façon dont la loi est établie dans un régime dit totalitaire par rapport à un régime dit républicain par opposition. C'est ça qui va nous intéresser dans un temps puis dans l'autre. Donc il s'agit d'étudier les différentes formes de totalitarisme ayant existé historiquement et de voir quels éléments invariables se trouvent être en opposition, notamment au niveau juridique par rapport à un système politique républicain qui, selon Arendt, est celui qui devrait prévaloir pour éviter les dérives propres au totalitarisme. Hannah Arendt distingue donc deux formes de régimes totalitaires qui correspondent aux deux grands régimes totalitaires du XXe siècle, les plus connus ou ceux dont on entend le plus souvent parler en tout cas, le régime politique nazi d'un côté et l'URSS stalinienne de l'autre. Arendt possède donc une analyse dont elle nous fait part et elle va s'occuper d'analyser donc le système totalitaire à partir de ces manifestations historiques que j'ai indiquées, et elle met en cause deux choses qui a priori n'ont pas grand chose à voir, mais on va voir qu'il y a peut-être un point commun: le racisme d'un côté pour le nazisme et le matérialisme dialectique de l'autre pour l'URSS stalinienne. En effet, le racisme, qui a été en bonne partie théorisé par un certain Arthur de Gobineau, ayant écrit un essai sur l'inégalité des races humaines, repose sur une base se voulant biologique, voire évolutionniste, tandis que le matérialisme dialectique de Marx repose sur une certaine conception de l'histoire et non de la nature. Or, on va voir que Hannah Arendt va trouver suffisamment de points communs pour pouvoir les rapprocher, que cela plaise aux marxistes ou non, et on devine qu'elle ne va pas se faire que des amis, mais on verra que c'est dans une certaine mesure seulement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu, ou en tout cas pas en entier, cet ouvrage. J'ai beau apprécier les pensées un peu controversées, j'ai mes limites tout de même, mais cet individu a cru bon de classifier l'humanité en trois races: les blancs, les noirs et les jaunes, c'est vraiment les termes qu'il utilise, de leur attribuer des stéréotypes à la noix. Les noirs ont le sens de la fête par exemple, et les blancs sont pragmatiques et déterminés. D'élaborer une hiérarchie où les blancs sont bien évidemment la meilleure des races, et d'en déduire que toute forme de décadence est liée au métissage des races. Sans trop rentrer dans le détail, je ne crois pas être autorisé à le faire de toute façon, voilà en gros la base idéologique du racisme.
On part du principe qu'il existe des races, contrairement à ce que certains s'imaginent, la notion même de race en soi est problématique, et à la base même de toute forme de racisme. Et on part du principe qu'il y a une hiérarchie du fait que chaque race possède ses propres spécificités. Je fais ce petit détour par Gobineau et par le racisme pour bien qu'on comprenne le lien avec la conception de la nature très particulière sur laquelle repose le racisme idéologique propre au totalitarisme nazi. En effet, la perspective raciste de Gobineau, tout comme celle des affreux nazis, est influencée par une conception dynamique de la nature et régie par un processus évolutif. En effet, c'est Darwin en réalité qui sert d'instrument idéologique au racisme, et Arendt nous dit que la nature, tout comme l'histoire, mais je vais y revenir, a cessé d'être un sol ferme. Autrement dit, la nature, avec un grand N, n'est plus une entité sacrée et immuable, comme on pouvait encore la penser à partir de l'Antiquité grecque, mais elle a été repensée à partir d'un mouvement, et ce mouvement, c'est celui d'une sélection, la sélection naturelle. Dans la théorie de l'évolution de Darwin, à laquelle j'ai consacré une vidéo, je vous y renvoie pour plus de précision, les espèces sont adaptées ou non à leur milieu naturel à partir de leurs caractéristiques. Toutefois, Darwin ne dit pas que la nature sélectionne ces espèces, elles vont conserver ce qui favorise leur survie au fur et à mesure de leur évolution, ou bien elles périront parce qu'elles ne seront plus adaptées à leur milieu de vie. J'insiste là-dessus parce que voir la nature comme une entité qui déciderait qui doit vivre ou périr au sein des espèces pour parvenir à un plus grand perfectionnement du vivant, c'est un contresens terrible qui a été fait par les racistes et les nazis et dont ils se sont nourris pour établir leur idéologie totalitaire. En effet, la nature est vue dans cette perspective orientée de la sélection naturelle comme régie par un mécanisme d'élimination salutaire afin que les espèces les plus fortes survivent, et à l'échelle du genre humain que la meilleure race, aryenne pour les nazis, comme modèle le plus élevé, s'impose comme un modèle dominant. On retrouve donc dans cette transformation de la nature une grille de lecture raciste basée sur un modèle évolutionniste. Le nazisme part du principe qu'il existe des races et que certaines races doivent être éliminées pour que le genre humain progresse et que le peuple allemand se relève plus fort que jamais. Dans cette perspective, le totalitarisme fondé sur un parti unique, ici le nazisme, repose sur une hiérarchisation des races, puis leur exclusion et élimination, les races qui sont dites inférieures, afin de résoudre les problèmes rencontrés, qu'ils soient économiques ou sociaux, puisque ces races-là sont à la racine même du problème. De fait, les lois évoluent à mesure du processus de tri que la nature exige pour tendre vers une plus grande perfection du genre humain. Dans le cadre de la Shoah, cela a commencé avec une exclusion du peuple juif, puis une déportation pure et simple de ceux-ci, sans compter les autres victimes du nazisme que furent les homosexuels, les tziganes ou encore les témoins de Jéhovah par exemple. Bref, au fondement de tout totalitarisme, il y a une lecture clivante de la nature ou de l'histoire. Maintenant, on va pouvoir se demander pourquoi Arendt fait ce rapprochement avec la dictature soi-disant communiste de Staline, qui demeure contemporaine de l'Allemagne nazie. Eh bien parce que c'est la même chose, mais appliquée à la notion d'histoire. Évidemment, Arendt n'est pas une cruche, elle ne dit pas que Hitler et Marx c'est le même combat, simplement qu'il y a un point commun concernant la lecture de ces deux notions différentes que sont la nature pour le nazisme et l'histoire pour la dictature communiste. Dans le cadre de ce que Hannah Arendt nomme le matérialisme dialectique de Marx, il y a une lecture clivante elle aussi, mais appliquée à l'histoire, clivante car l'histoire, tout comme la nature dans le cadre des racistes, qui ramènent tout à la race à longueur de journée, est basée sur une élimination incessante d'une classe dominante, donc une classe nuisible, exerçant son pouvoir sur une classe dominée. Comme l'a dit Marx dans son célèbre manifeste du Parti communiste,
L'histoire en tout temps et en tout lieu a toujours été celle de la lutte des classes. Cela signifie que l'histoire vue par le prisme du matérialisme dialectique est basée sur des rapports de force et sur un renversement d'une classe sociale dominante, instrumentalisant une classe dominée qui finira par obtenir le dessus, devenant par la suite elle-même la classe dominante. Là encore, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo à laquelle je vous renvoie pour plus de précision, mais à l'époque de Marx, la lutte des classes avait lieu entre les prolétaires et les capitalistes bourgeois détenteurs des moyens de production. De fait, historiquement parlant, les révolutions russes se sont déroulées au début du XXe siècle, dès le 20 décembre 1917. Le but était de renverser les tsars pour inverser le rapport de force et faire disparaître la classe dominante. En effet, le point commun avec la grille de lecture raciste et évolutionniste de la nature, c'est qu'il s'agit d'une grille de lecture fondée sur l'identification d'un ennemi, la classe sociale nuisible responsable des problèmes sociaux qu'il convient d'éliminer, et son élimination pour un plus grand progrès du genre humain. Donc, on distingue, on hiérarchise, on élimine. D'accord ? Voilà, ça c'est vraiment la base. La différence dont Arendt ne parle pas, mais qui me semble fondamentale, c'est que dans le premier cas, il s'agit d'éliminer des races dites inférieures pour faire triompher une race supérieure, tandis que dans le second cas, il s'agirait, dans le cadre du communisme qui passe par la dictature du prolétariat, d'arriver à une égalité totale entre tous les individus. Mais bon, passons. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout régime totalitaire repose initialement sur une idéologie clivante. Quand je dis clivante, je veux dire par là qu'elle ne peut pas être universelle dans sa portée par définition. Imaginons que vous soyez juif et que vous entendiez Adolphe proférer des discours antisémites et pleins de haine qui font de votre élimination une condition d'amélioration du genre humain. Il est évident qu'à moins d'être complètement fou ou masochiste, vous n'allez pas y adhérer. De la même façon que si vous êtes un bourgeois capitaliste, eh bien, vous tirez profit d'une main-d'œuvre ouvrière et qui engendre du capital, bon bah l'idée de Marx, selon laquelle il faudrait vous renverser pour permettre une société plus juste et plus équitable, ne vous fera pas rêver non plus. On peut considérer le combat de Marx plus juste que celui de Hitler, et il est bien entendu qu'il l'est à la base, et Hannah Arendt ne dit pas le contraire, bien que le marxisme ne soit clairement pas sa tendance politique. Elle constate simplement que l'on retrouve une même dynamique d'élimination qui repose initialement sur une hiérarchisation et l'identification d'un ennemi, voyez. Et cette élimination de cet ennemi conditionne le progrès des races au sein de la nature, concernant un régime totalitaire d'ultra-droite, quoi que ça puisse vouloir dire, et de progrès sociaux au sein même de la société, qui sera communiste ou ne sera pas, concernant un régime totalitaire d'ultra-gauche, quoi que ça puisse vouloir dire également. L'extrait qui résume cette idée est le suivant, je cite: « Ces idéologies peuvent être diverses et complexes, mais il est surprenant de voir qu'elles aboutissent toujours en définitive à la même loi, celle de l'élimination des individus au profit du processus et du progrès triomphant de l'espèce. L'élimination des individus nuisibles ou superflus conduit au terme du procès naturel ou historique qui, à l'instar du phénix, renaît de ses cendres. Mais à la différence de l'oiseau légendaire, cette humanité qui constitue à la fois le produit ultime et l'incarnation du mouvement de la nature ou de l'histoire demande des sacrifices continuels. L'élimination permanente de classes ou d'éléments raciaux hostiles, parasites ou malsains, afin de conquérir son éternité meurtrière. » Fin de citation. Je précise au cas où que Arendt mentionne ici le terme « loi » entre guillemets à propos du système politique totalitaire. On comprend en lisant la suite du texte que c'est très important puisqu'une loi, par définition, impose un cadre à la liberté des individus à partir du régime obligation-sanction. Or, la loi du régime totalitaire n'en est pas une. Elle suit le mouvement destructeur et purificateur
de la nature ou de l'histoire, mais c'est toujours pour éliminer des ennemis particuliers qu'elle pense avoir identifiés comme tels. Ceux qui seront opposés à l'élimination des ennemis ou suspectés d'en faire partie. Dans le cadre du régime stalinien, toute personne montrant de près ou de loin des accointances avec une forme de pensée capitaliste était un ennemi par exemple. Arendt utilise ici la métaphore du phénix parce que le phénix est l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Sa combustion participe de sa renaissance, plus pure et plus belle que jamais. Le régime totalitaire a cette même prétention, mais à la différence du phénix, sa soif de sang est éternelle. En effet, d'après Arendt, un régime totalitaire impose ses lois par la force et se maintient par le recours à la force. Il aura donc nécessairement des ennemis sur son chemin à éliminer. On pourrait se dire qu'après avoir éliminé les ennemis présumés initialement par l'idéologie raciste ou communiste, on sera enfin en paix, mais pas du tout, car la violence n'est pas qu'un moyen de gouverner dans le cadre du totalitarisme, c'est aussi de façon absurde et contre-intuitive une fin en soi. On comprend donc que le totalitarisme n'est pas une simple dictature où un homme seul ferait passer des lois par la force et réprimerait violemment son peuple, c'est un système qui repose intrinsèquement sur l'identification d'ennemis précis, leur élimination, mais surtout sur une dynamique d'épuration incessante qui n'a pas de fin. Le système totalitaire possède une soif de sang sans fin par définition. La loi ne protège pas les individus, elle ne prescrit pas ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire pour continuer à jouir des privilèges liés à une vie en société, elle prescrit ce qu'il a le droit d'être ou de ne pas être s'il veut rester en vie. Si son être ne correspond pas à ce que la loi érigée par le dictateur veut, il est par définition hors la loi. La terreur, qui est le mode de répression utilisé par le régime totalitaire, implique le recours à la violence. Toute personne suspectée d'être ennemie du régime doit être éliminée. Une fois que la mécanique de division du genre humain puis d'exclusion et d'élimination a eu lieu, il n'y a plus que le recours à la force brute pour faire accepter cela par la peur, la propagande ne suffisant pas. Il faut bien évidemment relever que ce n'est pas pour le seul recours à la violence et par une haine assumée que se développe l'idéologie totalitaire qui possède un trait redoutable. C'est toujours en vue d'un plus grand bien ou d'un bien commun qui concerne l'humanité ou le peuple que cette idéologie se propage en toute impunité. Le totalitarisme se part donc d'une certaine vertu et c'est bien en cela qu'il est redoutable. Sa violence s'exprimant au grand jour une fois que l'on est pris au piège d'un système totalitaire. Les lois discriminantes, voire meurtrières, sont donc mises en place pour légitimer l'idéologie initiale sur laquelle repose ce régime, et puisqu'elles n'ont rien de républicaine et reposent sur l'identification d'ennemis responsables des maux que subit l'humanité ou la société, elles doivent être imposées par la force puisqu'elles ne peuvent être fédératrices et parler à tous les êtres humains. Par opposition, nous dit Arendt, la loi est l'essence même du régime républicain, mais la loi n'est pas un simple fait positif issu d'un rapport de force, mais une loi inspirée d'un droit naturel qui repose sur des valeurs religieuses propres au christianisme par exemple, et qui permet le respect de la liberté de chaque individu sans discrimination de race, de classe, et on pourrait même aller plus loin et rajouter pourquoi pas le sexe ou la religion pendant qu'on y est. On pourra dire ce qu'on en veut, mais dans la pratique, mais la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont les valeurs dites de la République française, sont universelles dans la mesure où si on leur donne corps dans la loi, par un appareil juridique permettant leur respect, tout irait bien en principe. L'extrait suivant confirme cette idée, je cite « Et tout comme les lois positives qui dans toute société définissent les violations sont indépendantes de celles-ci, si bien que l'absence de délit ne rend pas les lois superflues, mais représente au contraire le point de perfection du dispositif, de même, dans le gouvernement totalitaire, la terreur a cessé d'être un moyen pour éliminer l'opposition politique, elle en est devenue indépendante, et elle règne de manière absolue lorsqu'elle ne rencontre plus aucune forme d'opposition sur son chemin. En conséquence,
Si la loi est l'essence du gouvernement constitutionnel ou républicain, la terreur constitue celle du gouvernement totalitaire. Fin de citation. Ce que l'on comprend donc, c'est que les valeurs universelles du régime politique républicain, ayant comme base solide et immuable le respect de l'individu, dans sa valeur infinie, sont, par opposition, non clivantes et n'ont pas besoin d'être imposées par la force et par la terreur. A l'inverse, le régime totalitaire est indépendant de... ou plutôt il est entièrement dépendant donc de la terreur, puisqu'il tente par la répression et la violence de rendre vivant le cadavre mort-né des conceptions arbitraires et non naturelles issues du racisme ou du matérialisme historique. Un régime non totalitaire utilise le droit pour garantir les idéaux à valeur universelle du droit naturel, tandis qu'en vue d'une même nécessité de perdurer, le totalitarisme doit contraindre et imposer sa vision contre nature de l'humanité, puisque nous pouvons être universellement partagés par cette dernière. Pour Hannah Arendt, le fait ne fait pas droit, autrement, les lois disparaîtraient en même temps que le crime qu'elles étaient censées endiguer. Or, elles demeurent, peu importe la proportion de criminalité à l'échelle d'une société, tandis que les lois du système totalitaire se succèdent et sont ajustées en fonction de la présence des ennemis qu'elles souhaitent éliminer. C'est pour ça que la violence propre au totalitarisme devient le but même du régime, et plus seulement un moyen aussi absurde que ça puisse paraître. La liberté a donc besoin d'un fondement naturel lorsqu'elle est élaborée à l'échelle de la loi, et celui-ci est naturel uniquement s'il est universel par définition. Dans le cadre du régime républicain, le sujet peut déployer sa liberté dans les limites fixes et immuables qui sont déterminées par la loi, dans une perspective universaliste, tandis que dans le régime totalitaire, la loi discriminante qui s'impose par la terreur doit réduire autant que possible la liberté des hommes. Il faut les rendre prévisibles pour mieux pouvoir les contrôler. Arendt résume cette idée de la façon suivante, je cite: « En situation totalitaire, au contraire, tout est fait pour stabiliser les hommes, pour les rendre statiques, pour empêcher tout acte imprévu, libre, spontané, de sorte que la terreur, comme loi du processus, puisse se déployer sans obstacle, sans se trouver entravée par ces hommes. » Fin de citation. On comprend donc bien ici que la loi n'est pas condition de la liberté de l'homme, mais privation de cette dernière, car la peur de la mort conditionne le sujet à agir au nom d'un seul, et même parfois à penser comme un seul homme qui serait le leader sacré. Les individus sont donc uniformisés, et aucun acte ne peut ni ne doit sortir de ce qui est attendu, car tout acte contraire à ce qui est autorisé entraîne l'exclusion et l'élimination, puisque vous passez aussitôt dans la case ennemi nuisible et indésirable par rapport au régime. Mais précisément, puisque le recours à la terreur, qui est le mode opératoire du régime totalitaire, est sa seule manière de perdurer, et qu'il ne possède aucun fondement universel et naturel qui le rende souhaitable en lui-même, et puisse entraîner l'approbation du plus grand nombre, il sera aussitôt détruit par un rapport de force opposé, qui sera la résistance à ce qu'il essaye de produire chez tout son peuple, à savoir la peur de la mort. C'est par un rapport de force opposé et un acte de résistance que le totalitarisme disparaîtra nécessairement, puisqu'il n'a aucun fondement naturel qui puisse lui assurer sa subsistance ni le rendre souhaitable pour tout le monde. C'est bien pour ça que le régime totalitaire tente de stabiliser les volontés de ses citoyens, car il est bien conscient que tout acte allant à son encontre constitue une menace à sa survie qu'il faut à tout prix éliminer. Par conséquent, puisque le régime totalitaire ne tient que par la force et la répression, sa plus grande faille est qu'il puisse y avoir une force et une répression contraires, celle d'un peuple mu par de réelles valeurs universelles et fédératrices, souhaitant reconquérir sa liberté et une certaine égalité. Voilà, j'en ai fini pour le moment avec l'analyse que Hannah Arendt dresse du régime totalitaire.
mais on peut retenir comme enseignement de celle-ci que la loi doit posséder un réel fondement pour ne pas dégénérer en une succession de lois arbitraires pouvant entraîner de la discrimination ou de la répression par la suite. De même, si on prend au sérieux l'analyse que fait Arendt, on constatera que toute idéologie non républicaine qui prétend diviser le genre humain dans des cases et établir des hiérarchies à partir du sexe, du genre, de la religion, de l'orientation sexuelle, de l'ethnie ou tout simplement de la race, bah c'est caca, pour ne pas dire nocif, et c'est même particulièrement dangereux quand ça se part d'une certaine vertu. Il faudrait ne pas l'oublier. Je vous dis à bientôt pour un nouvel enregistrement qui portera sur un autre auteur important que je n'ai pas eu le temps de traiter ici sur cette chaîne, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée.